18h18, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va partir à l'hôtel de Matignon où se trouvent nos amis Dounia Tengour et Florian Doré. Bonsoir à tous les deux. Dounia, est-ce qu'il y a du mouvement derrière vous? Les camions de déménagement ne sont pas encore là. On sait que Michel Barnier est toujours sur place. Il a planté un arbre, l'arbre des premiers ministres. Mais est-ce que vous avez quelques informations? Écoutez, bonsoir Laurence, nous sommes devant l'hôtel de Matignon et pour être tout à fait honnête, c'est très calme ici. Comme vous le savez, la nomination du nouveau Premier ministre est attendue ce soir, normalement. Mais ce que l'on peut d'ores et déjà vous dire, c'est que la tâche s'annonce très compliquée, voire très compliquée pour ce nouveau Premier ministre, puisqu'il devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter une nouvelle motion de censure, tout en adoptant un budget pour l'année 2025 et au vu des divisions qui règnent au sein des différentes fractions politiques qui composent l'Assemblée, autant le dire, un consensus paraît très improbable. Et à l'heure actuelle, vous l'avez dit en plateau, il est encore difficile de connaître le nom de ce nouveau Premier ministre désigné par Emmanuel Macron. Il y a plusieurs noms qui circulent depuis quelques jours, François Bayrou, vous l'avez dit, ou encore Bernard Cazeneuve. Reste à savoir si ces personnalités vont réussir à rassembler autant à gauche qu'à droite. On rappelle que la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, a indiqué hier qu'il n'y avait pas de socle plus large que celui qui était déjà en place. Le gouvernement de Michel Barnier a duré 3 mois seulement. Alors ici, à Matignon, c'est encore très calme, je vous l'ai dit. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce nouveau locataire de Matignon va pouvoir rester plus que Michel Barnier. Voilà une des questions qu'on peut se poser. Donc là, on est encore dans l'attente, Laurence, l'attente de l'arrivée d'Emmanuel Macron de Pologne. Bien. Merci beaucoup, Dounia Tengour et Florian Doré depuis Matignon. L'avion du président en est où, les très informés de Louis Dragnel, Florian Doré. Il y avait une heure de vol. Il y a 20 minutes, il y avait encore une heure de vol. Donc dans 3 quarts d'heure. Dounia a cité, oui Catherine, vous dites? Non, il était annoncé de se poser à 19h. Bon, on verra entre 19h et 21h, il peut se passer beaucoup de choses. On va juste écouter, elle a parlé des prétendants. Donc on a dit François Bayrou, M. Cazeneuve, M. Moscovici. On va écouter juste François Bayrou, 29 septembre dernier. C'est très court, des extraits très courts pour qu'on sache quand même, on se familiarise avec ceux qui seront peut-être celui qui sera peut-être notre Premier ministre ce soir. Il était à l'université de rentrée du Modem en Bretagne. Écoutez, il dit si Michel Barnier compose un gouvernement trop à droite, il échouera. François Bayrou. Barnier a essayé d'avoir des sensibilités différentes et il n'a trouvé que sur le côté droit de l'échiquier politique. Il y a un côté gauche qui doit être lui aussi associé à cet effort. Si tout le monde n'y est pas, je vous le dis, ça échouera. Bon, là, il n'a pas eu tort. Hein. Il a été censuré par le Rassemblement national, pas par... Oui, en tout cas, ça n'a pas marché. Oui, mais je veux dire, c'est par le Rassemblement national et les socialistes. Travailler le PS avec les Républicains. Non, mais attendez, c'est un peu la littérature. Parce que là, on assiste théoriquement à la disparition du politique. Les gens se disent, oui, il faudrait que dans une même salle, gauche et droite s'entendent. Mais alors, quand on rentre dans le détail, vous, quand vous votez pour un député, vous votez pour des convictions, parce qu'il a un programme clair. Vous votez, si vous êtes de droite, vous avez un député LR, parce qu'il veut baisser les impôts, augmenter la sécurité et être plus efficace sur l'immigration. Si vous votez pour quelqu'un de gauche, c'est pour l'abrogation de la réforme des retraites. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des intérêts qui sont fondamentalement très opposés entre la gauche et la droite. Donc vous ne pouvez pas demander à des gens qui ont des idées mais qui sont antagonistes, tout d'un coup, de se dire on arrête, on n'est plus politique et donc on parle de rien et on met François tout ça Bayrou, de côté. Louis, on va écouter rapidement Bernard Cazeneuve. Lui aussi, il était à la même université d'été de rentrée du Modem et il avait expliqué effectivement le fait que Michel Barnier soit soumis au bon vouloir de Marine Le Pen. Écoutez-le. Je retrouve un homme pour lequel j'ai respect et dont je ne souhaite pas l'échec, mais qui est le représentant de la formation presque la plus petite du Parlement en nombre de sièges, et qui est la formation qui n'a pas participé au Front républicain, qui se retrouve président du directoire, alors que Mme Le Pen est devenue présidente du conseil de surveillance. Joli résultat, qui n'était pas celui auquel j'aspirais. Et qui n'est pas celui qui correspond au résultat non plus du scrutin. Alors,
Chacun a sa part de responsabilité. Voilà pour M. Cazeneuve, Catherine Ney, il a le costume d'homme d'État en tout cas. Il a le costume, il a été un très bon ministre des Affaires européennes, il a été un bon ministre, un bon Premier ministre, encore que son mandat a été rapide, court. Non, mais c'est un homme respectable et qui est sûrement plus libéral économiquement que la plupart des socialistes, ça c'est sûr. Ah oui. Mais je crois que son heure est passée si elle n'a jamais sonné. Moi, je ne suis pas sûre. Oui. Enterrement première classe par Catherine Ney. Oui. Dernier extrait que je vous soumets. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Il était auditionné le 18 septembre dernier et dressait une telle dette. Je ne sais pas comment on peut mener des politiques d'une autre nature. Et encore une fois, ce n'est pas un sujet de droite ou sujet de gauche. Un gouvernement qui a une charge de la dette de plus de 80 milliards d'euros à rembourser par an, est un gouvernement qui, en matière d'action publique, est tout de même très contraint, pour ne pas dire impuissant. Et un État surendetté est un État paralysé. Et personne ici ne doit l'ignorer. Voilà pour l'analyse de M. Moscovici. Mais elle est parfaite. On peut juste se demander pourquoi M. Moscovici, président de la Cour des comptes, n'a pas éprouvé le besoin de le faire avant les élections. Parce que vous savez, il a retenu, y compris avant la loi immigration, il avait retenu les rapports qui calculaient l'impact de l'immigration pour la France. Il a retenu les rapports qui calculaient le dérapage budgétaire français pour que surtout ça ne pèse pas sur les élections. Donc probablement serait-il un peu plus convaincant s'il respectait lui aussi le mandat qui lui est confié par la loi, à savoir la mission de la Cour des comptes, qui est d'informer les Français et les institutions sur la réalité économique et budgétaire du pays. À chaque fois qu'il y a eu des élections, il ne l'a pas fait. Catherine Ney, je vous vois dodeliner de la tête. Non, moi oui, mais alors si le président Macron a envie de travailler avec quelqu'un qui est un ami, d'ailleurs le seul avec qui ça a été agréable de travailler pour lui, c'était Jean Castex. Voilà, qui ne l'embêtait pas, qui partait en voyage en province, qui arrangeait les choses et qui le laissait faire les grandes choses. Voilà, il s'était partagé le. Parce que Pierre Moscovici, n'oublions pas, qui a eu très peur d'ailleurs de ne pas être nommé à la Cour des comptes, tellement il avait tenu auprès de Davé et l'Homme des propos, mais absolument, d'ailleurs assez lucides, mais terribles pour le président. Donc ça m'étonnerait qu'il choisisse un président comme lui, qui a manqué tout à fait ce que, oui, comme Premier ministre. Après ce que vous avez dit, effectivement, lui aussi, il a manqué d'être courageux. Et je ne sais pas qui a lancé cette idée. Dans tous les cas, je n'ai pas entendu dans les entourages... Un écho très favorable. Non, aucun écho. Je ne sais pas d'où ça sort. Rachel Kahn, vous voulez rajouter quelque chose sur monsieur... Alors là, on a fait Bayrou, Cazeneuve et Moscovici. On n'a pas réussi à faire l'unanimité autour de ce plateau. Donc on imagine que, c'est ça, que ça va être compliqué. Non, mais après, c'est vrai que plus le temps passe, plus ça crée, à mon sens, chez les citoyens, une forme de une lassitude. Attendons que Noël passe dans ces cas-là. Non, mais... Allons-y, attendons le mois de janvier. Attendons l'été. Non, l'été, ça va être un peu long. Non, mais je sais pas. Attendons la fin de. Non, moi je pense qu'il faut un Premier ministre rapidement. Non, mais c'est. C'est à l'arrêt. Mais au-delà du casting des personnes, tout est totalement à l'arrêt. Et donc il y a des décisions qui doivent être prises. Mais pour les entreprises, oui, parce que les entreprises qu'elles souhaitent, ça n'est pas nécessairement que les impôts soient là. Les entreprises veulent de la certitude et les grands groupes étrangers veulent de la certitude parce que vous ne pouvez pas gérer. Mais oui, mais parce que eux, ils font pas de budget, donc ils s'en fichent. Mais enfin, quand on est chef d'entreprise, on est obligé d'avoir un budget pour l'année d'après et d'anticiper sa trésorerie, voyez-vous. Et donc eux, ça leur échappe totalement parce qu'ils se moquent éperdument du fait que la trésorerie rentre ou ne rentre pas dans les caisses de l'État. Et ils font semblant, alors qu'ils le savent, parce que le dérapage budgétaire, la TVA, elle rentre, c'est à la fin de chaque mois à Bercy, vous êtes au courant. Donc ils savaient au printemps ce qui était en train de se passer. Donc là, encore une fois, nous sommes face à une forme de malhonnêteté politique qui est un vrai scandale démocratique chez des gens qui, par ailleurs, revendiquent d'être le rempart de la démocratie contre des déraisonnables, parce qu'on parlait de Roland Lescure. Alors j'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure, Rachel Kahn, en disant oui, il est très ferme sur la laïcité, mais enfin, Roland Lescure, c'est aussi celui qui considère, avec Alexis Collère, que le vrai clivage de la vie politique française, c'est les raisonnables contre les déraisonnables. Alors ça n'est pas un raisonnement de démocrate. Bon, très bien. Eugénie Bastier. Ouais. Là, on a trois noms qu'on a un peu sculptés. Il y a M. Lescure aussi qui est sorti du chapeau, Mme Vautrin, qui est la seule femme pour l'instant qui est évoquée. Est-ce qu'il y a une petite lumière qui pourrait s'allumer au-dessus d'un de ces noms ? Écoutez, je suis en panne d'inspiration là devant ces mots. Non, mais je pense qu'effectivement, de toute façon, quel que soit le nom qui tire du chapeau, il court le risque de se faire inverser dans quelques mois. La seule solution, ce serait un gouvernement technique qui dure jusqu'à une prochaine dissolution. Et vous savez, en Italie, ce qui s'est passé en 2021, il y a eu un gouvernement technique avec Mario Draghi, approuvé par tous les partis. C'est bien content
que Mario Draghi fasse le sale boulot. Sauf un parti, les Fratelli d'Italia, qui était le parti de Giorgia Meloni, qui a remporté triomphalement les élections. Donc, tout en dealant avec Mario Draghi. Tout en faisant ensuite exactement ce que voulait Mario Draghi sur le plan économique. Mario Draghi exactement. Et non, mais ce que je veux dire, c'est que quiconque se mouillera dans ces périodes difficiles que doit passer la France n'en sortira pas gagnant dans les prochaines élections. Et c'est pour ça d'ailleurs que personne ne veut vraiment y participer en réalité. Et ce qu'il faudrait, c'est un gouvernement technique en attendant une dissolution avec une proportionnelle qui permettrait de rebattre peut-être un peu le jeu, parce que je ne dis pas du tout que ce sera la solution, mais si vous relancez l'idée avec exactement les mêmes chances, ça donnera le même résultat. Donc il faut peut-être un peu changer les règles du jeu. Mais pardon. Non, mais moi je crois qu'on ne peut pas comparer l'Italie et la France. C'est Giuliano da Empoli qui a écrit le Mage du Kremlin. Je me dis c'est quand même bizarre les ingénieurs qu'on puisse passer de Mario Draghi après à un autre complètement de gauche. Il me dit mais l'Italie, c'est un pays, voyez-vous, qui va mal depuis très longtemps. C'est comme quelqu'un qui est dans un lit, qui se met tantôt sur le côté gauche, tantôt sur le côté droit. Et ça marche comme ça. Mais on voit bien et ça avance ou ça n'avance pas. Et là, c'est vrai que l'Italie ne va pas bien en ce moment, mais va un peu mieux que la France, en tous les cas, avec son commerce extérieur. Et on voit bien que Mme Meloni, quand elle est sur la scène européenne et qu'on la voit avec ses homologues, elle a une espèce de légèreté, de malignité, de mobilité. Quand elle doit parler aux autres, elle passe des deals. Elle a été formidable. Quand il y avait le président tunisien qui a envoyé tous les canaux pneumatiques avec des immigrés africains, elle est allée le voir, elle lui a apporté de l'argent, elle négocie, elle cherche des idées. Elle a quelque chose qui, dans le malheur, redonne, et elle est très populaire. Elle est très populaire parce qu'elle voit qu'elle propose des solutions avec une légèreté, et sûrement que n'a pas Madame Le Pen, qui est plus pesante, si vous voulez, qui ne sait pas faire des compromis, qui n'en a jamais fait de sa vie. Tandis que l'Italie, c'est le pays du compromis, de la combinazione. C'est culturel. Donc il ne faut pas comparer. Rachel, vous vouliez prendre la parole avant le rappel des titres. Oui, c'était par rapport à ce fameux casting. J'ai peur de nous-mêmes aussi. C'est-à-dire qu'on est quand même bercé par les réseaux sociaux aujourd'hui, où chaque jour on regarde les tendances et où on regarde les hashtags et où il y a une tête qui doit tomber par jour. Et en fait, peut-être aussi que plus le temps passe, plus on est amené à commenter ces personnes qui peut-être vont se révéler, et peut-être qu'on a des a priori sur ces personnes et qu'elles peuvent se révéler. Voilà, c'était pour ajouter une petite lumière positive par rapport à ce débat. 18h30, la lumière positive s'allume dans notre studio. Maureen Vidal est là pour le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1. Maureen. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, le suspect qui a hébergé la jeune Morgane durant les 2 semaines de sa disparition a été écroué pour viol et soustraction de mineurs. L'homme de 21 ans aurait avoué lors d'une audition avoir eu une relation sexuelle consentie avec Morgane, 13 ans. Pour rappel, la majorité sexuelle en France est fixée à 15 ans. Le braqueur multirécidiviste Christophe Kider, remis en liberté après 29 ans de détention et des condamnations pour meurtre, évasion et tentative d'évasion. L'homme de 53 ans devra porter un bracelet électronique pendant 18 mois pour sa libération conditionnelle. Il était incarcéré depuis 1995, entre autres pour le meurtre d'un automobiliste après un braquage. Et le soulagement pour Kylian Mbappé. La justice suédoise clôt l'affaire dans laquelle il était visé par une enquête pour viol lors de son escapade à Stockholm en octobre. Faute de preuves suffisantes pour poursuivre l'enquête, les charges ont été abandonnées à l'encontre du capitaine des Bleus. Merci beaucoup Maureen Vidal pour le rappel des titres de l'actualité. Une minuscule pause. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On repartira au Palais de l'Élysée. On parlera aussi de la stratégie de Marine Le Pen, qui a donc déclenché ce charivari avec la motion de censure. Est-ce qu'elle se frotte les mains aujourd'hui ? Est-ce qu'elle regarde tout ça avec amusement, avec intérêt, avec gravité ? On se pose la question dans un instant. À tout de suite.